Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le lundi 22 mars 2021 au sommaire de cette émission. Un nouveau confinement, le troisième depuis un an, débute pour 22 millions de Français. Emmanuel Macron s'y est résolu, il faut dire que les services de réanimation craquent. Vous verrez notre reportage. C'est complètement aberrant des fois ce qu'on entend. Faut venir ici quoi. Si monsieur Macron il veut venir ici, je l'invite moi, il n'y a pas de problème. Qu'il vienne. Et pendant ce temps, nos libertés publiques sont mises à mal, mises entre parenthèses depuis un an. Aurait-on pu faire d'autres choix? Comment concilier l'urgence sanitaire et la démocratie? On en parle avec notre invitée, la juriste Olga Mahmoudi. Et puis ne manquez pas notre deuxième reportage. Célia Mabroukine va nous raconter l'histoire d'une trentaine de ressortissants algériens bloqués à Roissy depuis plus de 3 semaines en raison de la crise sanitaire. Vous allez voir, c'est assez ubuesque. Bienvenue dans À l'air libre, l'émission quotidienne de Mediapart. Et on commence donc par cette histoire étonnante, un casse-tête sur fond de crise sanitaire avec toi, Célia Mabroukine de la rédaction d'À l'air libre. Bonjour. Salut. Célia, des Algériens sont bloqués à Roissy depuis un peu plus de 3 semaines, une situation littéralement ubuesque. Oui, Mathieu, et on a les images de cette situation qui confine en effet à l'absurde. Elles ont été tournées par les voyageurs eux-mêmes. Ces Algériens sont bloqués dans la zone d'embarquement du terminal 2E. Ils sont 25, ce sont des adultes, mais aussi des enfants et des personnes âgées qui dorment sur des lits de fortune. Ils effectuaient un vol Londres-Alger avec escale à Paris, mais arrivés à Roissy, on les a empêchés de monter dans l'avion pour l'Algérie. Alors, comme ils sont coincés dans la zone internationale de l'aéroport, à laquelle on ne peut accéder qu'avec un billet d'avion, on est entré en contact avec eux par WhatsApp. On a discuté avec Hossein, qui vit à Londres, mais doit rentrer en Algérie pour s'occuper de sa belle-mère malade. Il est retenu avec sa femme et sa fille de 3 ans et demi. This is where the kids sleep and where we sleeping. So this is the 2 children, 2 girls. This is where they sleep. And this is all our luggage where we sleep. This bed here, this is the bed. We've not had a shower. We had just 1 shower paid by Air Algeria. And we've been told if we want to shower, we need to pay 20 euros per person. Ils pensaient avoir pourtant tout fait pour être dans les règles. When we arrived on the 28th to the gate, we've been told you're not allowed to go to Algeria because of the UK variant. Plus we had the PCR test and we had the genetic test. And most of the people here, they are vaccinated. The Air Algeria received a phone call from the authority Algeria to not letting the people from London to go to Algeria. Pourtant, des avions décollent tous les jours de Roissy pour l'Algérie, comme l'a observé un autre voyageur qui filme un embarquement pour Alger. Salam alaikum, يوم 17 mars, كما راكم تشوفوا لايفا هاملك كاين فول اير فرانس راها في الجزائر في الوقت وهاملك كاين دي شينوا des Algériens. Face à cette situation, Hossein a donc un message. If we can do an exemption for these people, why they don't exemption for us? Everyone is very, very exhausted. So we need to go to Algeria as soon as possible. We request from our government to get us sorted this problem as soon as possible. Alors on l'entend, l'incompréhension est totale pour ces passagers, d'autant plus que l'ambassade d'Algérie à Londres les avait autorisés à voyager. Depuis la fermeture des frontières au début de la crise sanitaire, seul un motif impérieux peut permettre aux Algériens de rentrer dans leur pays. Pour cela, il leur faut donc une autorisation du consulat qu'ils avaient obtenue. Les voici, ces autorisations. Il y est écrit « Le consulat général d'Algérie à Londres demande aux polices des frontières et à toute compagnie aérienne d'autoriser le porteur de ce document à rejoindre l'Algérie via Paris-Charles de Gaulle. C'était donc leur sésame pour monter dans l'avion. Pourtant, on leur a refusé d'embarquer pour l'Algérie. Nous avons contacté l'ambassade d'Algérie qui nous a répondu que les passagers ont été prévenus en amont de leur voyage, que leur billet entre Paris et Alger était annulé à cause donc du variant britannique. Pourtant, Hossein et d'autres passagers disent n'avoir jamais été contactés par la compagnie Air Algérie.
We didn't receive any confirmations for the cancellations of the flights. Nobody told us that the border is closed and they're closing because of the virus. Nobody has told us this. Dans cette réponse, l'ambassade explique aussi qu'Air Algérie a proposé de payer des chambres d'hôtel et de les aider à se nourrir. There was no hotel provided by Air Algeria. Air Algeria has provided us just from the 28th to the 9th of March. Rien depuis le 9 mars et pour cause, Air Algérie a envoyé ce message aux passagers qu'on a pu consulter. Nous allons mettre à votre disposition des billets pour votre retour à Londres le 9 mars 2021. Au-delà du lundi 8 mars 2021, nous sommes au regret de ne plus vous assurer de prise en charge car ce sera votre choix de rester dans la zone de transit. Depuis début mars, c'est la ligne de conduite des autorités algériennes et de la compagnie. Tout le monde doit rentrer à Londres. Pour les passagers, c'est hors de question, comme on l'a dit. Ils rentraient tous en Algérie pour motif impérieux et en plus, même si certains résident en Angleterre, d'autres n'ont pas de papier en règle pour rentrer à Londres de toute façon. Désormais, c'est un bras de fer juridique qui s'engage puisque ce week-end, une procédure en référé liberté a été déposée. On a rencontré Alexandre André, c'est un des avocats qui a lancé cette procédure. Pour lui, la compagnie Air Algérie est responsable de ce couac. Ces personnes, on les a autorisées à embarquer sur un vol et c'était des billets couplés, c'est-à-dire qu'à l'aéroport de Londres, on leur donnait non seulement le billet pour embarquer à destination de Paris, mais également le billet de Paris vers Alger. Ça relève de l'obligation donc de la compagnie aérienne en question. Elle aurait dû les bloquer à Londres. Si elle les avait bloqués à Londres, alors aujourd'hui, ces personnes ne seraient pas dans un tel état. Selon lui, ses clients auraient même été floués par la compagnie Air Algérie. La réalité est que on parle de surbooking et de surbookage et donc ces billets ont été vendus à d'autres personnes au détriment donc du voyage de nos clients. Il y a des personnes qui ont quand même été amenées qui ont été autorisées à embarquer alors que nos clients, les passagers en question, n'ont pas pu embarquer. Il y aurait tous les jours 15 à 20 passagers qui embarqueraient pour l'Algérie. Les personnes véritablement responsables de cette catastrophe, on va dire humanitaire, hein, même si le mot est fort, c'est la compagnie aérienne Air Algérie avec les autorités algériennes. Nous demandons aux autorités algériennes de faire tout le nécessaire afin que ces personnes puissent rentrer chez elles. Alexandre André et sa consoeur vont donc plaider demain pour leur référé liberté, dans l'espoir donc que la situation se débloque le plus rapidement possible. Ouais, en attendant, ils sont toujours à Roissy, hein, sur les canapés avec des enfants, comme on l'a vu. Merci Célia, on suivra évidemment tout ça dans les jours à venir dans À l'air libre. J'accueille maintenant notre invitée, elle s'appelle Olga Mahmoudi. Installez-vous, Olga Mahmoudi, bonjour, et Christophe Gueniot de la rédaction d'À l'air libre. Un nouveau confinement, le 3e en un an, a été décrété jeudi soir pour un mois dans 16 départements. 22 millions d'habitants sont concernés, en plus du couvre-feu national porté à 19h avec des règles, on va y revenir, assez difficiles à comprendre. Autant de mesures contraignantes dont nous sommes familiers désormais. Confinement, couvre-feu, état d'urgence sanitaire qui continue. Ces mesures sont-elles justifiées? Pouvait-on s'attaquer à la crise sanitaire sans limiter à ce point nos libertés publiques? Question évidemment difficile en pleine pandémie, question pourtant cruciale qu'on va donc poser à notre invité Olga Mahmoudi. Bonjour à nouveau. Vous êtes professeur de droit public à l'université de Valenciennes. Olga Mahmoudi, ce 3e confinement, on l'a entendu tout ce week-end, il a commencé avec des couacs, une attestation de sortie très longue, 2 pages, à laquelle le gouvernement a finalement renoncé, des couacs aussi entre plusieurs ministres sur la possibilité ou non de se réunir avec des amis chez soi. Qu'est-ce que la mise en place de ce 3e confinement nous dit sur la gestion de la crise par le gouvernement depuis un an? Alors la mise en place de ce 3e confinement, elle nous dit qu'on reste fondamentalement dans un régime de police administrative très marqué et un régime de police administrative où en fait les choses ont été inversées puisqu'on voit bien que même si on a renoncé à ces 15 cases qui étaient ridicules, on reste dans un régime où l'attestation est nécessaire. Par principe, je dirais. Où les amendes existent encore. Où les amendes existent encore et où, en réalité, la règle, c'est bien l'interdiction et la liberté, c'est bien l'exception. Donc, comme avait dit Édouard Philippe au moment où il est sorti du premier confinement, il avait dit la liberté va redevenir la règle et la restriction l'exception. Bon, là, on est clairement dans un régime où l'exception, c'est la liberté et la liberté n'est pas redevenue la règle. Alors,
Bien sûr, pendant ce temps, la pandémie continue, on le sait, et c'est la raison d'ailleurs de ces mesures. Avec nous, Christophe Gueniot, je l'ai dit, de la rédaction d'Aller Libre. Rebonjour Christophe. Salut. Avec Youmni Kezouf, ce matin, vous êtes allé à l'hôpital Avicenne de Bobigny, en Seine-Saint-Denis. Oui, c'est ça Mathieu. On s'est rendu tout à l'heure dans cet hôpital qui dépend de l'assistance publique des hôpitaux de Paris. La Seine-Saint-Denis, c'est l'un des départements les plus touchés de France. Et avant de faire la visite, le professeur Yves Cohen, chef du service de réanimation, nous décrit la situation dans son service. La situation est extrêmement tendue. On est en saturation, en fait. Pour vous donner 2 chiffres, nous étions habituellement à 16 lits de réanimation avant octobre. Et depuis octobre, nous sommes montés à 32 lits. Et là, en ce moment, depuis 3 semaines, nous sommes à 40 lits de réanimation pour prendre les malades Covid. Nous sommes totalement saturés à 100% de taux d'occupation depuis plusieurs semaines. Ça veut dire que là, nous avons 3 malades à prendre en réanimation et nous avons un seul lit. Alors, quand on lui a parlé des annonces de jeudi sur le reconfinement, voici ce qu'il nous a répondu. Sincèrement, je ne vois absolument pas les modifications qui ont été décidées jeudi par rapport à ce qu'on avait antérieurement. Et j'ai beaucoup de craintes pour les patients qui vont arriver en réanimation. Si on voit les courbes épidémiologiques qui sont mis en avant, on va arriver vers le 10 avril à des taux de réanimation supérieurs à la première vague. Donc vous imaginez la saturation qu'on va avoir et on va se retrouver dans une phase où on va être obligé de choisir le patient qui viendra en réanimation. Donc pour nous, ça c'est insupportable. On n'est pas là pour trier les malades, on est là pour les prendre et les soigner. Il faut vraiment que la population comprenne qu'il y a un risque sanitaire majeur, catastrophique, pour les familles, pour les parents, les beaux-parents, et même maintenant pour les jeunes. Et donc c'est à eux de prendre conscience de ça et de faire attention. Olga Mamouni, on va revenir à Avicenne dans un instant avec Christophe. Le professeur Cohen, il nous dit extrême urgence. Vous êtes juriste, vous alertez depuis des mois sur la question de ce régime d'exception dont vous avez parlé au début. Est-ce que c'est pas un peu osé, voire déplacé de se poser la question des libertés publiques en ce moment, ou au contraire, est-ce que c'est une nécessité ? Dans la mesure où, en réalité, la menace sanitaire, elle est permanente, elle est loin d'être exceptionnelle. Ça fait 1 an qu'on y fait face. Donc, poser la question des libertés publiques, là, c'est pas poser une question de restriction, d'exception. Donc, je pense que la question se justifie. Après, aucun d'entre nous n'est agrégé d'épidémiologie, donc on ne peut pas prédire ce que va donner la situation sanitaire. Vraisemblablement, ce qui est en train de se passer est très grave. Mais on voit aussi l'échec d'un certain nombre de mesures à endiguer l'épidémie. Et je crois que les Français ont très bien compris la gravité de l'épidémie. En revanche, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est l'incohérence des mesures, le caractère totalement illisible de certaines mesures qui sont prises, les décrets qui s'enchaînent, les revirements de position à 1 ou 2 jours près, les commerces essentiels qui étaient essentiels avant ne le sont plus, ou plutôt n'étaient pas essentiels et le sont devenus. Donc c'est tout ça, je crois, que les Français ne comprennent pas, et c'est toute aussi une forme d'incohérence sanitaire que les Français ne comprennent pas, puisque le porte-parole du gouvernement l'a dit lui-même, a dit lui-même ne pas comprendre pourquoi les magasins Sephora étaient ouverts et pas les librairies. Nous non plus, on ne comprend pas sur un plan sanitaire pourquoi les librairies et les universités, par exemple, sont restées fermées très longtemps à l'accueil à l'accueil des clients ou des étudiants pour les universités. Alors justement, c'est des points qu'on va aborder dans le reportage de Christophe. Avec les soignants, justement, Christophe, on retourne avec toi à Avicenne, dans ce service de réa. Oui, c'est ça Mathieu. Le professeur Cohen nous a fait la visite de son service et ce qui est frappant, c'est l'âge des patients. Là, il a 42 ans, 45 ans, 43 ans, 50 ans, 53 ans, 51 ans. Donc il est né en 89, donc les personnes âgées, on ne les voit plus beaucoup. Et ça, c'est que du variant anglais en fait. C'est que du variant anglais là. Depuis 3 semaines, on a que du variant anglais. Vous connaissez tous les âges par cœur comme ça Oui, parce que le matin on fait le staff, ouais. Et donc j'ai les âges. D'accord. Okay. Et donc je sais, moi par exemple, que par rapport à la première vague, on était à 63 ans de moyenne. Et là, avant cette semaine, avant là, on est descendu à 57 ans de moyenne d'âge. Je pense que là, on est encore descendu plus bas. Des patients plus jeunes, donc, qui présentent moins de comorbidités par ailleurs. Depuis quelques semaines, Avicenne est à flux tendu, comme l'explique le docteur Johanna Oziatilleul. Tous les jours, un week-end sur 2. On est de garde 1 à 2 fois par semaine. Donc c'est très, très, très lourd. Ouais, très difficile. Et même son de cloche chez les infirmiers.
Quand des patients rentrent, ils bloquent les lits pendant moins 15 jours. Hein, donc pendant 15 jours, ces lits-là, ils vont être bloqués. Donc s'il y a encore un afflux de patients, bah voilà, on va les mettre où? On ne sait pas. Enfin, on sait plus ou moins, on va ouvrir des lits. Mais avec qui? Personnel, c'est-à-dire que les médecins vont devoir doubler leur garde. Nous, il va falloir qu'on vienne travailler 60 heures par semaine, plus ou moins, entre guillemets. Je veux dire, on a aussi une vie. Hein. Nous, on veut bien, on aime notre métier, il n'y a pas de souci, mais après... Vous dites entre guillemets parce que vous les faites déjà? Oui. Amplement. On les fait. Ouais, on les fait bien. On fait des heures sans problème. Du coup, c'est peu dire que les annonces du gouvernement jeudi dernier sont loin d'avoir convaincu. Moi, je me suis dit, il était temps, mais par contre, je comprends pas très bien. Il était temps, tout est réouvert. En fait, c'était un beau discours de redéconfinement, plus que de confinement. Voilà, ils utilisent le mot confinement, mais c'est juste le mot qui est utilisé, parce que sincèrement, il n'y a aucun changement qui a été mis... Enfin, c'est juste des mots, voilà. Mais sur la situation actuelle, je suis sûre que vous sortez dehors... C'est comme mercredi dernier, il n'y a pas de changement. Pourquoi fermer des magasins et laisser les transports bondés? Pourquoi on peut aller chez le coiffeur mais on ne peut pas aller chez l'esthéticienne? Enfin, je veux dire, c'est complètement aberrant des fois ce qu'on entend. Faut venir ici, quoi. Si M. Macron il veut venir ici, je l'invite, moi, il n'y a pas de problème. Hein. Qu'il vienne. Je m'attendais à un confinement. En fait, on a vraiment voulu un confinement, ce qui nous aurait permis de se dire, bon, écoutez, ça va être dur pendant 4 à 6 semaines, mais après, ça ira mieux. Moi, ce que j'aurais aimé, c'est un vrai confinement, une vaccination en masse de la population et un déconfinement ensuite pour du long terme. Est-ce que vous vous sentez soutenu par le gouvernement? Pas en ce moment, non. Non, pas par les décisions qui sont annoncées. Ça montre vraiment qu'on n'est pas soutenu. Ils ne se sentent pas soutenus, Mathieu, mais heureusement, les soignants rencontrés ce matin nous disent qu'ils sont mieux préparés. Maintenant, on connaît, donc on sait quoi faire, on sait mieux gérer, il y a moins de stress. Après, c'est vrai que ça commence à être un peu fatigant parce que c'est toujours pareil. Et il y a toujours les mêmes problèmes, le manque de personnel, la fatigue, le stress. On ne va pas dire qu'on s'y est habitué, mais bon, maintenant, on est rentré dans une espèce de prise en charge qu'on connaît, et puis voilà, on vient travailler parce que c'est notre métier, qu'on est là pour ça. Voilà. Puis sinon on fait la tête, c'est pas les patients qui vont avoir le sourire, donc il faut bien que quelqu'un arrive avec un petit sourire le matin, je pense. Un petit sourire certes, mais les semaines qui arrivent vont clairement être très difficiles. Chaque semaine qui avance, c'est compliqué de plus en plus pour nous. Et on a de plus en plus de patients. De plus en plus de patients, et de plus en plus on va devoir pousser les murs pour ouvrir des lits, pour recruter du personnel. Sauf que toute la France elle est touchée et que les personnels qui venaient nous aider lors de la première vague, ils sont plus là, qu'il y a moins de médecins et qu'on va devoir nous aussi prendre plus de patients en charge. On essaye de ne pas refuser des patients, mais c'est toujours très difficile. Donc c'est vrai, quand le SAMU nous propose des patients et qu'on n'a pas de lit, on les oriente vers d'autres hôpitaux. Olga Mahmoudi, une réaction à ce reportage, qu'est-ce qui vous frappe? Je crois qu'on va au-devant d'un pic et qu'on n'est pas du tout, qui n'est pas du tout atteint. Voilà, et je pense que les soignants, ils sont à bout de cette crise, qu'ils sont effectivement fatigués, c'est ce qu'ils disent, et que par ailleurs, le gouvernement n'a pas investi massivement dans des moyens pour l'hôpital. Alors ici, on est à l'hôpital public, qui a été particulièrement touché par la crise et qui continue de l'être. Donc il n'y a pas eu une véritable politique d'investissement de moyens pour gérer cette épidémie, sachant qu'on allait essuyer plusieurs vagues, puisqu'on le savait quand même, dans l'hôpital public. Alors, ils disent, dans ce reportage, il y a moins de médecins, moins de personnel. En Ile-de-France, selon les estimations, il y a 1000 à 1400 places en réa. Ça dépend des jours, ça dépend des décomptes, c'est à peu près ça. Au prix d'ailleurs de déprogrammation de traitement pour 12,5 millions d'habitants. Selon votre collègue, le juriste Paul Cassia, dans Le Monde ce week-end, il a dit, un peu avant ce week-end, il a dit que c'est une faute politique et stratégique majeure. Sous-entendu, on nous impose des mesures sanitaires qui sont dans l'ordre du droit extrêmement difficiles, alors qu'en fait, on n'a pas fait les investissements nécessaires. Est-ce que vous partagez ce constat? Je ne sais pas si c'est une faute politique majeure, parce qu'il fallait être devin pour savoir ce que ça allait donner lors de la deuxième vague et de la troisième. Lors de la seconde vague, ça n'a pas craqué. Le système hospitalier français n'a pas craqué. Est-ce que là, ça va craquer? Malheureusement, on ne le saura qu'après. Mais en revanche, c'est vrai qu'il y a eu un refus d'investir massivement dans le service public hospitalier, mais qui n'est pas nouveau. Voilà. Donc je pense aussi qu'il y a une responsabilité.
si responsabilité et faute politique il y a, qui relèvent des gouvernements antérieurs également. Ils disent aussi, dans ce reportage, une des intervenantes dit « j'aurais aimé une vaccination en masse ». Alors on peut faire, quand même pour donner un ordre d'idée à ceux qui nous regardent, selon Covid Tracker, les chiffres datent de ce week-end, 2,4 millions de Français ont reçu les 2 doses de vaccin, 5,6 millions seulement la première dose. Pour donner une idée, selon l'université Johns Hopkins aux États-Unis, qui fait référence, c'est 51% de citoyens israéliens qui ont été vaccinés avec les 2 doses. Aux États-Unis, c'est 12,7%. En France, c'est 3,6%. C'est à peu près les autres pays européens un peu pareil, un peu moins bien que l'Allemagne. Autrement dit, pour vous, est-ce que c'est parce qu'on n'a pas été bon sur le vaccin, mais aussi sur les masques, les tests, les moyens de l'hôpital, qu'il a fallu recourir à des mesures extraordinaires de privation de liberté ? De toute façon, sur la question vaccinale, on n'a pas l'air d'être si en retard que ça par rapport à d'autres pays européens, vous l'avez dit. Ça nous oblige. On sait que la seule solution véritable, médicale, pour sortir de cette épidémie, c'est le vaccin. Et donc, on paye, en réalité, une forme d'absence, je dirais, d'anticipation par des mesures privatives de liberté. Et sur les masques, très honnêtement, je pense qu'une des raisons qui explique une forme de perte de confiance dans le gouvernement, c'est ce discours du gouvernement qu'on a eu pendant tout le premier confinement, puisqu'il n'y avait pas de masques, qui a consisté à nous dire que ça ne servait à rien les masques, pour ensuite les imposer partout, y compris, c'est tout juste si on n'est pas obligé de porter un masque sous notre douche, maintenant. Donc, je pense que là, il y a eu des incohérences et il y a eu, de toute façon, un manque d'anticipation totale par rapport à ce qu'allait être cette crise. Mais il faut dire que c'est une crise inédite. Ces mesures privatives de liberté, il y en a eu ailleurs, évidemment, en Espagne, en Italie, pour prendre nos voisins les plus proches. Est-ce que la France est allée plus loin que les autres pays ? Je voudrais vous faire écouter ce qu'a dit Jean Castex lors de sa conférence de presse jeudi soir pour justifier les mesures adaptées, selon lui, que prenait le gouvernement français. Nous n'avons pas appliqué de confinement au long cours à l'échelle de tout le pays. Nous avons même écarté cette option fin janvier dernier et c'était la bonne décision. L'Allemagne, par exemple, applique un confinement strict depuis 3 mois en fermant ses crèches et ses écoles et en décale aujourd'hui la levée compte tenu des nouveaux effets du variant. Alors c'est faux, explique sur son compte Twitter le correspondant du Monde en Allemagne, Thomas Wider. Non, dit-il, l'Allemagne n'a jamais été confinée au sens que ce mot a en France. Pas non plus de couvre-feu en Allemagne, à part ponctuellement et localement. Il y a donc des possibilités de faire différemment. Est-ce que la France a été plus loin que d'autres pays dans cet empilement de mesures, couvre-feu, état d'urgence sanitaire, on va y revenir d'ailleurs, et confinement ? En tout cas, sur l'empilement, je trouve que ce qu'il y a de plus marquant sur cette dernière séquence-là, c'est l'empilement confinement-couvre-feu. Qui en réalité, donc on le voit bien sur les attestations, on a d'abord la période, donc c'est 6h, 19h, et puis après on a l'autre période, 19h, 6h, avec pas les mêmes motifs de sortie, avec des choses qui deviennent finalement complètement illisibles. Et ça s'empile, mais de manière parfaitement inutile. C'est-à-dire que soit on est par principe enfermé chez nous avec une dérogation pour sortir, quelle que soit l'heure, soit on ne l'est pas, et donc, voilà. Mais moi, personnellement, j'ai beaucoup de mal à comprendre cet empilement confinement, couvre-feu. Donc déjà, là-dessus, je pense qu'on aurait quand même pu faire quelque chose de plus simple, comme d'ailleurs on l'avait fait pendant le premier confinement. C'était un peu plus simple que ce qu'on a maintenant. On vit depuis le 23 mars 2020 en état d'urgence sanitaire. Et ça va durer au moins jusqu'en 31 décembre 2021, si j'ai bien compris. Jusqu'en juin 2021. Voilà, mais on peut se dire que peut-être ça va être... Le régime a une durée de survie jusqu'en décembre sur le plan théorique. On rappelle, l'état d'urgence sanitaire, concrètement, ça permet au gouvernement d'adopter une série de mesures pour restreindre la liberté des mouvements, ordonner des quarantaines, fermer les commerces ou les lieux publics, faire des réquisitions aussi, mais il n'y en a pas eu beaucoup, limiter ou interdire les rassemblements. Est-ce que c'est grave pour vous, qu'on soit en état d'urgence sanitaire? Et si oui, pourquoi? Je rappelle aussi qu'on est en état d'urgence par ailleurs depuis 2015-2017. Il y a eu plusieurs états d'urgence liés au contexte terroriste. Donc, est-ce que c'est grave? Alors, c'est la solution, en tout cas, qu'a trouvé le gouvernement, aidé par le Parlement, puisque c'est le Parlement qui a voté la loi qui a créé cet état d'urgence sanitaire. Donc, c'est une solution juridique. Il y en avait d'autres. Il y a plusieurs juristes qui ont expliqué qu'il y avait d'autres possibilités. D'ailleurs, le premier décret du Premier ministre, il y avait la théorie des circonstances exceptionnelles qui permettait de fonder un certain nombre de mesures. Le premier décret qui a été adopté pour le confinement n'était pas fondé sur la loi état d'urgence sanitaire puisque cette loi n'existait pas. Donc en réalité, il y avait des choses dans le droit positif. Il y avait aussi un régime
pas de crise sanitaire, mais d'épidémie, de crise épidémique qui était dans le Code de la santé, qui existe toujours. Donc on pouvait se passer de l'état d'urgence sanitaire. On pouvait s'en passer juridiquement. Le problème, c'était un problème qui était, je pense, technique et un peu politique. C'était que c'était soit les circonstances exceptionnelles, donc on a une base juridique qui est quand même assez faible pour un pouvoir très, très contraignant du Premier ministre sur les libertés. Et sinon, le régime qui était dans le Code de la santé, c'est le Premier ministre qui était, entre guillemets, le ministre de la Santé qui était sous les feux de la rampe et qui était quasiment le seul décisionnaire. Donc, l'état d'urgence sanitaire permet de faire remonter le niveau de décision avec une base légale ferme pour les mesures très, très restrictives qu'on a connues jusqu'à présent. Alors, est-ce que c'est grave ? Ce qui est grave, c'est de répondre par des législations dites d'exception à des menaces permanentes. Voilà. Et là, on est en plein dans la logique qui était déjà celle de l'état d'urgence sécuritaire, qui est cette réponse exceptionnelle à une menace qui ne dure pas 15 jours, quoi. C'est-à-dire que dans l'esprit, l'état d'urgence sécuritaire, au début, en 1955, et dans les premières applications avant 2015, ça a été appliqué sauf exception, mais pas très longtemps, parce que précisément, c'est très attentatoire aux libertés publiques. Donc là, on s'habitue à des régimes d'exception qui portent en eux-mêmes la possibilité de porter atteinte de manière complètement anormale aux droits et libertés. On s'habitue à ça, alors que vraiment, normalement, c'est ce qu'on appelle des législations d'exception. Comme c'est là pour faire face à une menace permanente, il y a un paradoxe en réalité dans les termes. Et donc on nous rassure en nous disant, vous inquiétez pas, ce régime, il a une durée de vie limitée, il va disparaître du Code de la santé publique en décembre 2021. En tout cas, on a pu le faire dans le droit. Et... Voilà, je pense que ce régime va s'intégrer de toute façon dans le Code de la santé publique et qui sera là au cas où on aurait affaire à une autre épidémie à l'avenir. Est-ce que vous êtes d'accord avec certains juristes, notamment Paul Cassiage, je le citais, mais d'autres qui disent on s'accoutume à des mesures vraiment liberticides, on saute là un pas, qui marque aussi un changement majeur dans notre voilà, on accepte des choses qu'on n'aurait pas acceptées avant. Je pense qu'il y a un phénomène d'accoutumance qui est très fort, qui est d'intégrer en réalité la restriction comme étant la règle. Et c'est la conséquence du changement de modèle de police administrative que j'évoquais dès le début et qui a des conséquences sur l'intériorisation de la contrainte, ici administrative. Juste une petite question pour terminer. Comme Mediapart l'a écrit ces derniers jours, il est question pour la suite, si on est vacciné, si pour l'instant c'est pas tout à fait le cas, en tout cas majoritairement, il est question d'un pass sanitaire censé permettre aux personnes vaccinées ou immunisées de reprendre une vie normale, ou même d'inscription numérique, les fameux QR codes qu'on trouvait au restaurant là, quand on pouvait encore y aller en septembre ou octobre pour faciliter le traçage. Est-ce que ça c'est inquiétant ? Alors, moi, ça m'inquiète pas particulièrement le passeport vaccinal. Je pense que, le fait qu'on soit immunisé, je pense que c'est la seule solution pour sortir véritablement de cette crise. Mais il faudra que tout le monde, en tout cas tous ceux qui veulent, aient accès à la vaccination. Et c'est pas du tout le cas. Les gens de notre génération, je pense qu'on a tous l'impression qu'on sera vaccinés en 2032, quoi. Je vous confirme. Voilà. Ouais. Merci beaucoup, Olga Mahmoudi. Vous êtes professeure de droit public à Valenciennes. Merci à toi, Christophe Gueugnot, de la rédaction d'Alerte Libre. Tous les deux, vous restez avec moi pour le 24 heures. Si vous n'avez pas lu Mediapart, séance de rattrapage, mais surtout, bien sûr, abonnez-vous avec une offre exceptionnelle de 3 mois pour 11 € valable jusqu'au 31 mars. Antione Rouget et Redija Zerouali ont enquêté sur la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Frédérique Vidal, imaginée par une poignée de conseillers de la ministre. La polémique qu'elle a lancée sur l'islamo-gauchisme a servi, nous explique-t-il, de paravent à une ministre en fait isolée comme jamais du monde académique, des réalités étudiantes, mais aussi de sa propre administration. Une longue enquête à lire sur Mediapart. Fermée par le préfet après l'attentat terroriste contre Samuel Paty. La mosquée de Pantin en Seine-Saint-Denis a rouvert après que son recteur a démissionné. Lou Sira nous explique comment le maire socialiste de Pantin et le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin ont manœuvré pour obtenir le départ du recteur de la mosquée et organiser sa succession très loin de la laïque séparation de l'État et des religions dont on nous parle tous les jours. Et puis ne manquez pas cette enquête au long cours de Maya Courtois, Jean du Voyage, le business peu reluisant des aires d'accueil. Une partie des collectivités locales délèguent la gestion de ces espaces à des entreprises privées avec des pratiques à la limite de la légalité. Voilà, Alerte Libre, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain. Prenez soin de vous. Bonne soirée.